Welcome back to the program. We are joined again by Stanislav Bienvenue à nouveau dans Krapivnik, l'émission. former US Nous sommes de Army retour officer avec Stanislav from the Donbass Krapivnik, and, ancien returned officier to de l'armée Russia. américaine, So, thank you né dans le so much Donbass for et désormais de coming on. retour en Russie. Let us, Merci comme perhaps toujours start d'être with avec nous. the front lines at the Commençons moment, par la 'cause this is situation sur les something lignes that de you're front following en ce quite moment, closely. puisque vous suivez cela de And, près. it appears, yeah, Il with, semble que les Russes progressent it un appears peu that the sur Russians are l'ensemble moving du a bit front, across the mais entire surtout front dans le line, sud, especially down in le the long de south, la ligne along de the Zaporizhia, Zaporizhia où les choses front avancent line le where plus rapidement. things are moving the fastest. C'est This is assez kind of crucial critical si la if principale ville the main passe, city je become, suppose, falls sous contrôle des drones, I puisque guess, la majeure partie drone de la ville control, se trouve sur la rive est du and Dniepr. because most of the Il city semble donc is que tout on the cela eastern pourrait bank of avoir the Dnieper, d'énormes so conséquences assez it seems rapidement. like a lot of this could Quelle est have votre huge lecture de la consequences situation fairly actuelle? soon. Well, how are you reading the current situation? Well, so you've got two major Eh bien, il cities reste left. deux grandes villes à Zaporizhia qui sont dans une position défendable. Il y a Orikiv d'un côté et plus au nord, la ville de Zaporizhia. Le front de Zaporizhia était tenu par Huliaïpol. Et Huliaïpol n'a pas Huliaï très loin, ne s'est pas trop éloigné avant de tomber. Au départ, les forces russes ont eu beaucoup de difficultés à prendre Huliaïpol, car elle est située sur une colline entourée de plaines ouvertes, de terres agricoles. Donc, y accéder est en réalité assez difficile car on est exposé de tous les côtés. Il y a une raison pour la Djipor. Ainsi, la Russie a rencontré de nombreuses difficultés pour y accéder, surtout depuis le sud et le sud-est, pendant plusieurs années. Finalement, à mesure que les forces ennemies s'amenuisaient, la Russie a pu foncer depuis l'est, éliminer deux villages fortifiés servant de ligne défensive, puis traverser directement ces zones dégagées pour encercler la ville. Si je dis cela, c'est parce que ces derniers jours, les Ukrainiens ont commencé à lancer des contre-attaques suicidaires, et elles le sont vraiment, sur Huliaïpol. L'armée russe a désormais dépassé Huliaïpol et consolidé sa position. Huliaïpol formait une saillie, donc depuis le sud, ils ont redressé la ligne. Dans le nord, environ la moitié de ces positions fortifiées sont encore aux mains des Ukrainiens, mais elles sont en train d'être encerclées, car la Russie les a contournées là où il n'y avait pas de troupes et a établi des positions plus au nord, avant de redescendre sur elles. Environ la moitié ont déjà été nettoyées. Les autres, eh bien, soit elles tiennent et meurent, soit elles se rendent, car s'échapper est très difficile. Les forces russes se trouvent des deux côtés de cette ligne fortifiée, et c'est un terrain complètement dégagé, donc la couverture par drone est dense. Les Ukrainiens ont commencé ces attaques suicides, essayant de foncer vers Zaporizhia, enfin je veux dire vers Huliaïpol. J'imagine qu'au mieux, leur mission consiste à survivre assez longtemps pour hisser un drapeau, prendre une photo, et ensuite, quoi qu'il arrive. Je suppose que c'est un peu à cela que tout se résume. Ils n'arrivent jamais à faire quoi que ce soit. Ils ne survivent jamais jusque-là, parce qu'ils traversent les mêmes types de champs ouverts. Sauf que les arbres ne sont pas verts. C'est beaucoup plus dégagé maintenant, avec encore moins d'endroits où se cacher. Ils se font simplement exterminer en avançant. Une compagnie ici, une compagnie là. Donc les Ukrainiens font un coup de communication. Ils essaient de dire « Voyez, nous avons pris Zaporizhia, Huliaïpol ». Quant à Zaporizhia elle-même, l'armée russe s'est déployée le long de la côte du fleuve Dniepr. Au sud de la ville de Zaporizhia, il y avait autrefois un immense réservoir d'eau. Souvenez-vous, les Ukrainiens jusqu'à Enerhodar, là où se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les Ukrainiens ont fait sauter le barrage, ce qui a également emporté plusieurs positions russes au sud, en face de Kherson. Celles-ci ont été reconstruites depuis. Mais le problème, c'est que tout le lac ne s'est pas simplement vidé pour devenir une plaine dégagée à traverser. Il s'est transformé en un immense marécage. On ne peut pas vraiment y faire grand-chose, car c'est de la boue, c'est marécageux et très exposé. Ils n'ont donc tiré aucun avantage dans leur tentative de prendre la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ils se sont aussi infligés beaucoup de dégâts
ainsi qu'aux positions russes, notamment en face de Kherson. Mais encore une fois, cela remonte à 1 an et demi, et ces positions ont été reconstruites depuis. Eh bien, la Russie a continué à avancer le long de la lisière de cette nouvelle zone marécageuse. J'imagine qu'un jour, le barrage sera reconstruit et cette région redeviendra un grand réservoir d'eau. Les forces russes se trouvent maintenant à environ 15 km de la ville de Zaporijia, ce qui signifie qu'elles sont entrées dans l'agglomération de villages et de petites villes. En gros, on pourrait dire la banlieue. La zone suburbaine s'étend sur environ 15 km, et pour les Américains habitués au système impérial, cela représente environ 8 ou 9 milles au sud de la limite de la ville de Zaporijia. Quiconque vit en Amérique connaît ces immenses villes sans fin qui débordent de leurs frontières et s'étendent encore et encore, la banlieue. Les forces russes pénètrent désormais dans cette zone suburbaine. Cette zone s'étend principalement le long du bord de la rivière. Elles ne s'enfoncent pas très loin dans la campagne. Elles ont atteint le point où elles frappent les banlieues et s'étendent également vers l'est, car elles dominent désormais Orikhiv depuis le nord. Elles progressent de plus en plus, surplombant Orikhiv en avançant depuis le sud. C'est la dernière grande position fortifiée avant Zaporijia, en dehors de la ville même de Zaporijia. La ville de Zaporijia est une zone plate et ouverte avec un seul grand pont traversant le Dnier qu'il sera difficile de défendre. Et c'est essentiellement comme regarder une feuille de papier à plat. Ce n'est donc pas un endroit qui pourront tenir. Je veux dire, il y a encore des routes évidentes venant du nord et du nord-est, mais c'est un terrain dégagé. Donc tout ce qui entre là-dedans pénètre dans la vallée de la mort des drones. Vous savez, on y va pour essayer de fortifier ou d'acheminer des ravitaillements, et on se retrouve dans la ligne de mire de chaque opérateur de drone travaillant dans cette zone, sans parler de l'aviation à voilure fixe et à voilure tournante. Vous savez, c'est un sacré endroit où se trouver si on veut mourir. Donc je suis sûr qu'ils tiendront bon, parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils perdront encore 20, 30, peut-être 40 000 personnes là-bas, transformant la ville en ruine que la Russie finira par reconstruire. Mais ils ne pourront pas la tenir. De là, c'est tout droit vers l'oblast de Dnipropetrovsk depuis le sud. Après Dnipropetrovsk, ils seront repoussés vers le nord, en direction de Poltava. Ce pont, cette zone de passage, mène directement à Kryvyi Rih. Il mène vers Nikopol, puis c'est une manœuvre de contournement autour de Mykolaïv en direction d'Odessa. Donc tôt ou tard, la Russie franchira la frontière vers Kherson, et une fois qu'il y aura une menace plus au nord, le passage vers Kherson sera beaucoup plus facile depuis le sud. Une fois que vous aurez traversé et reconstruit les ponts vers Kherson, ce sera une avancée vers Mykolaïv, puis après Mykolaïv, vers Odessa. Il faut prendre Mykolaïv, car même si vous ne faites que longer la côte, Mykolaïv représente une menace de flanc. Il faut donc éliminer cette grande menace de flanc qui avait déjà connu un renforcement militaire auparavant. C'est pour cela que la Russie n'a pas pu se diriger vers Odessa plus tôt. Elle n'avait pas assez de troupes pour prendre Mykolaïv, et Mykolaïv constituait la grande menace. Donc, ce serait plus simple si nous avions une carte sous les yeux, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, mais ils peuvent se renseigner. Voilà donc la situation dans le sud. Le sud est en train de s'effondrer. Les attaques suicidaires de relations publiques contre Huliapol se terminent chaque jour de la même manière, avec beaucoup de morts ou de corps mutilés. Mais ils continuent. Cela n'a aucun sens militaire. C'est purement de la communication. Tout général qui ferait cela, s'il avait le moindre honneur, et Syrski n'en a pas, donc inutile de s'en inquiéter, arrêterait immédiatement.
Syrski d'ailleurs a payé pour que son père soit hospitalisé. Sa famille vit en Russie. Apparemment, il a transféré de l'argent à son père pour qu'il puisse aller dans un hôpital privé en Russie plutôt que dans un hôpital public. Vous pouvez interpréter cela comme vous le souhaitez, mais cela en dit long sur la situation en Ukraine. Mais c'est la situation. Au nord, le front avance, plus lentement, sauf autour de Kostiantynivka. Il y a maintenant une poussée vers le sud-ouest de Kostiantynivka. Nous verrons à quelle vitesse cela se dégage, car la Russie envoie dans Kostiantynivka les réserves qu'elle utilisait pour Mirnograd, le combat au nord de là, et l'Ukraine jette ce qui lui reste de réserves dans Kostiantynivka pour essayer de l'arrêter. Kostiantynivka est environ à 65% encerclée. Encore une fois, l'Ukraine adore se mettre la tête dans le nœud coulant autant que possible, puis crier « Nous sommes toujours là ». Je veux dire, ils affirment encore qu'ils se battent à Mirnograd. Il y a une opération de nettoyage à Mirnograd, de petits groupes de 2 ou 3 personnes, des irréductibles qui ne se sont pas encore rendus ou n'ont pas encore été tués. Mais à Mirnograd, à Pokrovsk, les combats sont terminés depuis un certain temps déjà. C'est ce que nous constatons. Maintenant, nous voyons, dans l'oblast de Sumy et celui de Kharkiv, surtout à Sumy, une série de nouvelles incursions. Elles sont toutes petites, relativement limitées pour l'instant, mais on dirait qu'ils sont en train d'aplanir la frontière, si l'on peut dire, car la frontière est très irrégulière par endroits. Ils coupent donc ces kilomètres supplémentaires de frontière pour la redresser. Je suppose que c'est une meilleure façon de le formuler. Supposons maintenant qu'il y ait un renforcement, du moins les Ukrainiens craignent qu'il y en ait un, au nord de Tchernihiv, du côté russe, dans la région de Bryansk. C'est très possible, tout à fait possible. Je pense qu'à ce stade, une fois que tout commence à s'effondrer, et il y a des zones où cela commence à s'effondrer, les unités russes de reconnaissance et de sabotage progressent. Cela ne veut pas dire que ces zones ne seront pas refermées, mais il y a plusieurs endroits où cela se produit en ce moment. Il pourrait donc s'agir d'une manœuvre destinée à détourner l'attention de lieux comme Kostiantynivka ou Kupiansk. Ou bien ça pourrait être, enfin je pense que Kupiansk lui-même, si vous regardez Kupiansk. Je saute d'un sujet à l'autre, je sais que je saute. Si tu regardes Kupiansk, la contre-offensive là-bas s'est déroulée trop facilement. Les troupes russes se sont repliées et le camp ukrainien craint maintenant d'avoir été attiré dans un nouveau piège. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que pendant que les Ukrainiens reprenaient environ la moitié de Kupiansk, en particulier la partie ouest de la rivière Oskil, l'armée russe a percé au nord, a continué d'avancer et a coupé les principales voies d'approvisionnement vers Kupiansk. Ainsi, les zones reprises par les Ukrainiens sont désormais isolées de tout ravitaillement. Donc super, ils se sont remis dans le sac eux-mêmes. Et maintenant, ils ne peuvent plus recevoir de ravitaillement normal. Munitions, provisions, tout commence à manquer. Vous êtes coincé en plein hiver dans un paysage très abîmé, dévasté. Et l'hiver là-bas, pour bien comprendre, il fait froid à Moscou en ce moment. Enfin, relativement froid. Il fait environ -9, -10 aujourd'hui avec des variations entre -4 et -20. Si vous descendez à Donetsk, les températures oscillent entre +6 et -10. À +6, tout fond et se transforme à nouveau en boue. Donc, tout approvisionnement que les Ukrainiens reçoivent, sauf s'il s'agit d'une petite quantité qu'un drone peut transporter, ce qui n'est pas grand-chose, sert à ravitailler des soldats individuellement, pas des compagnies, pas des pelotons, même pas des équipes de tir. Dans cette zone, à moins de rouler sur des routes aménagées, vous ne pouvez aller nulle part, car la boue monte et descend, monte et descend. Et le sol commence juste à geler, puis il se remet à fondre.
geler, fondre à nouveau. C'est donc un mélange constant. Et même lorsqu'il gèle, il ne gèle pas assez profondément pour que le passage de véhicules lourds ne le détruise pas à nouveau. Quand il est remué puis regèle, il devient impraticable pour d'autres raisons, à moins d'utiliser des véhicules à chenilles. Les véhicules à roues ne peuvent pas traverser de la boue déchirée, pleine de trous, de vagues, de bosses, peu importe, parce que tout est gelé à bloc après avoir été brassé. Voilà la situation. Ces types se sont en gros remis la tête dans un piège. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie cependant pour la guerre dans son ensemble? Et encore une fois, on la définit désormais comme une guerre par procuration, car il semble que le conflit pourrait entrer dans une toute nouvelle phase. D'abord, en Ukraine, on voit la Russie s'en prendre très fortement au réseau électrique, ce qui montre désormais un impact bien plus important et durable qu'auparavant. La capacité à tout réparer ensuite s'érode. Dans le même temps, les Européens ne sont pas tout à fait prêts à admettre qu'ils ont perdu la guerre. Alors, ils continuent d'insister pour que l'Ukraine poursuive le combat. Mais on voit aussi le président français déclarer qu'ils ont en quelque sorte pris le signal de Moscou, les Russes affirmant que l'Ukraine se trouve, je crois, dans quelque chose comme la portée de la colère russe. Alors, comment voyez-vous l'évolution de cette guerre maintenant? Parce qu'il semble bien que nous atteignions un point de rupture. Si l'on regarde la situation militaire, la stabilité politique, l'économie, les infrastructures électriques, tout semble se rapprocher d'une guerre plus directe entre les Européens et la Russie, au moment même où les Européens commencent à douter sérieusement que les Américains viendraient à leur secours. Surtout maintenant que les Européens envoient des troupes au Groenland pour le protéger des États-Unis. Donc, beaucoup de calculs doivent être, réévalués. Comment évaluez-vous ce qui va se passer ensuite ou la prochaine étape de cette guerre? Eh bien, vous savez, il y a un dicton russe, la faim arrive au milieu du dîner. Donc, une fois que Trump aura fini d'avaler le Groenland, je vous garantis que la prochaine cible sera l'Islande. C'est plus proche et ce serait plus facile pour les Européens de la soutenir sur le plan logistique. L'Islande possède beaucoup de terres rares, beaucoup d'énergie sous forme géothermique, ce qui est idéal pour les centres de données, pas besoin de payer pour les refroidir, il suffit d'ouvrir les fenêtres. C'est un environnement froid. L'Islande, je vous garantis que ce sera la prochaine. De plus, elle ne fait pas partie de lui-même, soit dit en passant. Mais elle sera à l'abri des Chinois et des Russes, car les flottes chinoises et russes ne font que rôder, attendre. Vous savez, attendre. D'une minute à l'autre, nous allons débarquer et prendre le Groenland, ou l'Islande, ou le Canada, je suppose. Tout ce qui passe par la tête du Dieu empereur de l'humanité ce jour-là. Quant à l'Ukraine, je ne dirais pas qu'ils peuvent la sauver. Mais la seule chose qu'ils peuvent faire pour stabiliser le front, au moins pour un temps, c'est que les Européens se mettent à envoyer tout ce qu'ils ont. Et ce n'est qu'un pansement sur une plaie à la jugulaire. La question, c'est combien de temps cela empêchera le sang de couler? Pas très longtemps. Parce qu'ils se feront anéantir de la même manière. Parce que, encore une fois, ce que la plupart des gens, vous savez, il y a un dicton, les amateurs débattent de tactique ou de stratégie, les professionnels débattent de logistique. Parce que, qu'on le veuille ou non, les armées modernes, enfin, on pourrait même dire les armées depuis les légions romaines, vivent et meurent toutes par la logistique. Sinon, on ne peut pas nourrir les troupes. Et vous savez, si l'on pense au Moyen Âge et après, il n'y avait pas grand-chose à fournir en dehors de la nourriture. De la nourriture et peut-être du bois d'allumage ou autre pour les chevaux et les hommes. Parce que les armes, à part les flèches et les carreaux, n'avaient pas vraiment besoin d'être réapprovisionnées.
Les armées modernes, monseigneur, ne peuvent pas vivre sur les ressources locales. Il faut des pièces pour l'équipement, différents types de carburant, des tonnes de pièces de rechange. Tout cela, c'est du ravitaillement. Du vrai, pas seulement de la nourriture. Maintenant, il faut des balles de différents calibres, des obus. Et encore une fois, le mal est d'autres d'équipements mécanisés, et tout ça tombe en panne. Tout cela doit être réparé. L'Ukraine est un cauchemar au-delà de tout cauchemar d'officiers logistiques, car elle dispose d'une multitude d'équipements provenant de différents pays, avec des plateformes différentes, et chacun s'est dit « Tiens, prends quelques chars. Ah, tu as besoin de pièces de rechange pour cela? Mince, on n'en a pas. Regardez l'armée britannique. Le Royaume-Uni a envoyé, 12 ou 13 Challenger. La force blindée britannique cannibalise ses propres chars, car elle ne produit plus de pièces de rechange pour ceux déjà en service. On ne peut pas faire fonctionner une armée de cette manière très longtemps avant que le matériel ne tombe vraiment en panne. Et il faut des pièces de rechange, pas seulement des consommables comme des tuyaux ou des courroies, mais aussi des sous-ensembles importants, y compris des boîtes de vitesse et des reconstructions de moteurs. Et c'est un peu comme compter les dégâts de combat. Les dégâts de combat relèvent d'une toute autre réalité. C'est pas simplement de l'usure normale. Donc, vous savez, l'armée ukrainienne se résume essentiellement à de l'infanterie en ce moment. Heureusement, pour l'infanterie, on n'a pas besoin d'autant de pièces de rechange. On a simplement de nouveaux fantassins. Ils ont encore au moins une jambe sur laquelle ils peuvent sauter. Et je parle littéralement. Il y a eu des vidéos de rafles où l'on voyait des recruteurs attraper littéralement des anciens combattants invalides, des types avec une seule jambe, et les pousser de force dans des bus pour les renvoyer au front. Des hommes qui avaient des papiers attestant qu'ils avaient été démobilisés parce qu'ils avaient déjà suffisamment donné de hurrah au régime despotique et criminel de Zelensky et y avaient perdu une jambe ou un bras. Et ils sont repoussés là-bas. Il te reste encore un bras, tu as une tête que tu peux encore perdre. Voilà ce à quoi nous assistons en ce moment en Ukraine. Est-ce que tout va s'effondrer d'un coup? Non. Tu sais, quand les armées occupaient des champs de bataille de 5, 10, 20 kilomètres, oui bien sûr, elles pouvaient s'effondrer en quelques minutes ou en une heure, à mesure que la nouvelle se répandait et que tout le monde commençait à fuir. Quand tu as des armées qui couvrent 1000 kilomètres, évidemment que non. Ça ne fonctionne pas comme ça. En plus, à l'intérieur, les communications sont contrôlées, mais il y aura des fronts ou des sections de fronts qui vont commencer à s'effondrer. C'est déjà le cas. Et ensuite, il y aura des avancées, puis encore d'autres avancées. L'armée russe se montre très prudente dans les zones où elle progresse, car l'Ukraine dispose encore de certaines réserves, et elle ne veut pas s'aventurer trop loin, offrir à l'Ukraine une victoire médiatique et perdre ses propres troupes. Mais l'usure continue jour après jour. Chaque jour, l'Ukraine perd environ 1000 à 1500 soldats tués, sans compter les blessés. On peut au moins doubler ce chiffre pour les blessés qui ne reviendront pas au combat. En général, on observe un ratio de 3 blessés pour un mort, parfois jusqu'à 5 pour un, selon la situation sur le champ de bataille. Ainsi, on estime qu'en moyenne, les Ukrainiens perdent chaque jour l'équivalent d'une brigade de soldats morts et grièvement blessés, un peu moins qu'une brigade complète. Et maintenant, multipliez cela, 60 jours, 100 jours. Vous voyez, tout s'accumule très vite. Et les gens qui arrivent, sans parler des taux de désertion, les gens qui arrivent sont de moindre qualité, mal préparés, souvent juste ce qu'ils peuvent ramasser dans la rue. La situation ne fait qu'empirer. Et maintenant, ils ont des vétérans qui désertent parce que ces vétérans ont compris que la seule façon de quitter le champ de bataille, c'est soit en cadavre, soit en infirme, à moins de prendre les choses en main eux-mêmes. C'est la seule issue.
Ou bien sûr, ils pourraient se rendre. Ce serait la chose intelligente à faire. Beaucoup d'entre eux ne semblent pas avoir ce soutien mental, cet instinct de survie. Voilà la situation. Elle va continuer à se dégrader. Et maintenant, ils sont dans la zone à l'extérieur de Krasny Lyman, qu'ils avaient en quelque sorte renforcée à Izium. Mais si l'on descend la ligne, sans encore regarder du côté de Kharkov et de Soumy, leurs grandes positions de regroupement ont disparu. C'est fini. Ils les ont toutes perdues, sauf Slaviansk, Kramatorsk et Konstantinovka. Et cela ne représente qu'une mince portion au nord. Le reste de cette ligne vers le sud, c'est terminé. Ils ont été repoussés de ces positions. La Russie l'a fait lentement, par attrition et en préservant ses forces. Les bombes, les bases avancées, les drones et les obus coûtent moins cher que des hommes et sont plus faciles à remplacer. Et quand on surpasse l'ennemi par 5 ou 6 tubes contre 1, on détient la supériorité aérienne, surtout pour ce qui est des bases avancées. Même avec une main attachée dans le dos, la manière dont la Russie combat aujourd'hui, puisque ce n'est toujours pas une guerre déclarée, elle a broyé la chair ukrainienne. C'est simplement comme ça. Et tous les mercenaires qu'ils ont fait venir ont été broyés eux aussi. Ils continuent d'en faire venir, des mercenaires d'Amérique latine. Je ne comprends pas pourquoi ces gens partent se battre dans une guerre étrangère pour des personnes qui les considèrent à peine mieux que des babouins, avant de les envoyer dans des attaques suicides. Je veux dire, il y a plein de vidéos publiées par des mercenaires colombiens, brésiliens, vénézuéliens, criant « Sortez-moi d'ici ». Tu sais, je devais garder un dépôt et maintenant je suis dans une escouade suicide ou des blessés simplement allongés là. Je me souviens de l'un d'eux, son compagnon d'armes est mort et en train de pourrir, et lui est là, le deuxième jour, les 2 jambes transpercées par des balles, pendant que les Ukrainiens passent juste à côté de lui, en retraite. Il dit « Ils ne viendront pas me chercher ». Ils ne veulent même pas m'emmener à l'arrière. Tu sais quoi? J'en ai fini. Je suis en train de me vider de mon sang. Je suis ici depuis 2 jours, sans nourriture. Et tu vois, les gars ukrainiens sont juste, eh bien, ce ne sont pas de vraies personnes. Pourquoi j'irais le ramasser? C'est cet état d'esprit. Alors je ne sais pas pourquoi ces mercenaires y vont. J'imagine qu'ils ont vraiment un désir de mort. Les mercenaires sont les premiers à se faire tuer, parce qu'un mercenaire mort, on ne le paie pas. C'est la réalité. Alors tu veux être mercenaire? Eh bien amuse-toi avec le temps qu'il te reste. Mais ça va faire que s'accélérer. Et ce à quoi nous faisons face, concrètement, sans position défensive, c'est une poussée de plus en plus forte chaque jour. Ce qui les sauve et les condamne en même temps, c'est la météo. Cela les sauve parce que les engins lourds ne peuvent pas vraiment se déplacer non plus du côté russe, bien sûr, à travers ce genre de champs. Je vais parler du matériel occidental. Le matériel occidental est défectueux dans ces conditions depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est trop lourd et utilise des chenilles étroites, donc il s'enfonce. Les nazis avaient exactement le même problème. J'imagine que personne n'a jamais tiré la leçon. Le matériel russe a des chenilles plus larges, il fonctionne mieux, mais il se bloque quand même. Il se déplace mieux, mais cela reste un problème. Donc tant que le sol ne sera pas sec, ou qu'un vrai gel dur ne se sera pas installé, on ne verra pas beaucoup d'engins lourds en mouvement. À l'inverse, il y a énormément de brouillard. J'y étais il y a seulement 3 semaines, et je peux vous dire qu'il y a du brouillard presque tous les jours. Parfois, ce brouillard est si épais qu'on n'y voit pas à plus de 2 mètres. Les drones ne volent pas dans le brouillard. Les drones ne volent pas sous la pluie. Les drones ne volent pas par vent fort. Ils ne le font tout simplement pas. Vous savez, l'armée russe utilise désormais des lasers fabriqués en Chine. Il n'y en a pas encore beaucoup. Ils les testent sur le terrain comme système d'armes anti-drones. Et quelqu'un a dit, eh bien les lasers ne tirent pas sous la pluie.
il se dévient sur les gouttes d'eau. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Mais les drones ne volent pas non plus sous la pluie. Alors, bon, tout est à égalité. Voilà la situation en ce moment. Il y a beaucoup de pluie et de tempêtes de neige, beaucoup de vent et énormément de brouillard. Le brouillard permet à l'infanterie de se déplacer sans avoir à se soucier des drones. La Russie en a fait un grand avantage pour avancer et engager les Ukrainiens dans des combats rapprochés. Et beaucoup de ces Ukrainiens fuient le combat rapproché parce qu'ils ne sont pas formés. Ce sont des types sortis de la rue, on les a jetés là-dedans. Tiens ta position et bats-toi. Quand des vétérans les affrontent, ils craquent, se rendent ou meurent sur place. Voilà ce qui arrive quand on envoie des gens complètement non préparés. Eh bien, j'ai entendu dire que, enfin, vous avez probablement vu l'interview avec Tucker Carlson. Il a interviewé le professeur Sergei Karaganov. C'est un conseiller de longue date de plusieurs présidents russes. Il a d'ailleurs été mon patron à l'époque où je travaillais à Moscou, juste un petit poste là-bas. Il dirigeait mon département à l'université. Bref, il disait à Tucker Carlson que si la guerre continue sur la même trajectoire, elle pourrait se terminer par l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie contre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Pensez-vous qu'on puisse en arriver là, ou bien croyez-vous que l'escalade entre les Européens et les Russes deviendrait incontrôlable avant qu'il n'y ait un effondrement du front ukrainien? La seule chose, d'accord, donc les Français sont français, et je pense pas qu'ils vont utiliser des armes nucléaires parce qu'ils seraient exterminés, et ils le savent. Ensuite, il y a les Britanniques, mais les armes nucléaires britanniques ne sont pas vraiment britanniques, c'est ce que les gens ne réalisent pas. Ils ont 4 sous-marins nucléaires, tous appartenant aux Américains. Loués, en gros, 3 d'entre eux sont en cale sèche pour réparation. Et ces missiles nucléaires Trident à bord, d'ailleurs, appartiennent aussi aux Américains. Donc en théorie du moins, les États-Unis ont un droit de veto là-dessus. Je le formulerai probablement un peu différemment. Si la guerre continue de devenir incontrôlable entre la Russie et les États-Unis, il y aura probablement au moins un échange nucléaire limité. À quel point limité? C'est une bonne question, car comment peut-on limiter un échange nucléaire une fois que le cycle a commencé? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cela. Personne n'en a, car heureusement nous sommes ici et non dans la série Fallout. Nous n'avons pas encore emprunté cette voie. Vous savez, nous ne nous sommes pas encore bombardés mutuellement, heureusement. Et j'espère que nous avons d'autres projets pour l'été, que vous savez, survivre dans un désert post-apocalyptique. Donc oui, c'est bien plus amusant de regarder ça à la télévision, je pense, que de le vivre en réalité. Mais si cela reste uniquement entre les Européens, je ne pense pas que cela deviendra nucléaire. La Russie n'a aucune raison de recourir au nucléaire. La Russie n'a pas de doctrine de première frappe. Les États-Unis, en revanche, en ont une. Et c'est pourquoi, lorsqu'un camp a une politique de première frappe et qu'il est psychotique, la logique pousse l'autre camp vers une première frappe également. Parce qu'on veut de la prévisibilité en politique, en géopolitique. On veut savoir que l'autre camp ne va pas lancer une attaque surprise, qui ne va pas essayer de vous assassiner pendant des négociations en, disons, faisant exploser le bâtiment où vous dormez ou en envoyant des drones, ce genre de choses. Vous savez, le protocole Trump standard de nos jours. Vous voulez que l'autre camp soit prévisible, car si eux sont prévisibles et que vous l'êtes aussi, tout le monde peut baisser la garde, se détendre du niveau DEFCON 5 et discuter. Si l'autre camp risque d'essayer de vous assassiner ou de lancer une première frappe, la logique veut que vous frappiez les premiers dès que vous le pouvez. Et cela devient alors une course qui fera la première frappe en premier.
C'est évidemment un scénario très mauvais. Ce n'est pas exactement une situation gagnant-gagnant, mais c'est malheureusement la logique que nous observons en ce moment. Espérons donc que les choses se calment. Mais si les États-Unis rompent avec l'OTAN, ce que j'espère vraiment pour des raisons évidentes, alors ce ne sera plus qu'un affrontement entre les Européens et la Russie. La Russie n'a aucune raison de recourir au nucléaire. La Russie n'a pas besoin de recourir au nucléaire. L'avant-garde, tout d'abord, faisons un pas en arrière à propos de l'avant-garde, parce que la presse occidentale en parle comme d'un missile balistique. C'est vrai, et ce ne l'est pas. Le missile lui-même est un missile balistique, il suit donc une trajectoire balistique jusqu'à un certain point. Les systèmes antiaériens peuvent fonctionner sur des trajectoires balistiques, car c'est une formule que l'on peut calculer. Vitesse, vélocité, angle d'ascension. On peut y insérer ces données, et si c'est une trajectoire balistique typique, on peut en gros déterminer, si l'on dispose de suffisamment de temps, où il va retomber dans la zone et placer quelque chose sur sa trajectoire pour tenter de l'intercepter. C'est tout l'enjeu de la défense antimissile. Le problème, c'est que le missile qui propulse l'ogive avant-garde dans l'espace est un missile balistique. Ils ne mentent pas vraiment quand ils disent cela. Ils ne racontent simplement pas l'autre moitié de l'histoire. C'est l'avant-garde, le véritable avant-garde, qui est installé au sommet de l'ogive. C'est un bloc hypersonique qui lance jusqu'à, je crois, 36 planeurs hypersoniques. La raison pour laquelle on en lancerait normalement une trentaine, c'est qu'ils ne seraient pas tous capables de transporter une charge nucléaire. Certains le seraient, les autres sont des leurs. Cependant, lorsqu'on vole à Mach 13, et si chacun pèse environ une tonne, les gigajoules d'énergie cinétique libérés à l'impact provoquent quelque chose comme un séisme de magnitude 4,6 dans la zone, à quelques kilomètres à la ronde. Et dans un environnement urbain, cette onde qui se propage fait également éclater toutes les canalisations d'eau, de gaz et tout le reste. En somme, toute l'infrastructure souterraine de la zone est littéralement soufflée au pied. Mais c'est pire que de simples effets d'énergie cinétique. Je veux dire, chacun de ces projectiles peut facilement détruire un gratte-ciel et le pâté de maison environnant grâce à son énergie cinétique. Mais ce que tu obtiens, c'est plus que ça. Tu gagnes un autre prix en prime. Tu obtiens l'enveloppe de plasma à 4000 degrés Celsius. Le Soleil, lui, est à 6000 degrés Celsius. Donc tu obtiens de la fusion, de la désintégration, de tout ce que cela touche dans cette zone. En brûlant à travers 6 ou 7 étages de béton armé, cela va détruire tous les bunkers ou structures qui s'y trouvent, en plus des dégâts thermiques résiduels ensuite. Le fait est qu'à cette température, ce plasma brise simplement les liaisons atomiques et les atomes se libèrent. Ça désintègre tout ce que ça touche, ça le fait pas fondre. Plus loin, ça le fait fondre. En plus du déversement d'énergie cinétique et de tout ce qui se trouve dans la zone. Même si tu es assez profondément enfoui pour survivre et que ça ne t'atteint pas, tu ne sortiras pas, parce que entre le tremblement de terre, les dégâts causés par la chaleur et tout ce qui est au-dessus de toi détruit, tu restes coincé dans le trou où tu te trouves, très probablement. Donc, tu as un système d'armes capable de détruire n'importe quel bunker, n'importe quel quartier général, n'importe quelle installation de stockage de gaz, n'importe où dans le monde. Eh bien, dans ce cas, je suppose que si tu le mets dans un missile intercontinental, tu pourrais le faire n'importe où sur la planète. Mais dans ce cas, elle a la portée nécessaire pour frapper tout ce qui se trouve jusqu'à, et y compris, l'Irlande et l'Islande. Alors, veux-tu te battre? Tu sais, si l'OTAN, ou quel que soit le quartier général concerné, déclare la guerre à la Russie, je ne conseillerais pas d'être à l'intérieur du quartier général de l'OTAN, ni même à proximité dans les 20 minutes suivant la déclaration. Il est plus probable que des Russes viennent rendre visite.
Alors, la Russie se battrait-elle de manière conventionnelle? Oui, je pense que la Russie gagnerait de toute façon une guerre conventionnelle. La Russie veut-elle l'Europe? Non. La Russie ne veut absolument pas de l'Europe. La plupart des Russes ne veulent plus rien avoir à faire avec l'Europe à ce stade. Les régions centrales de l'Ukraine sont la patrie ethnique russe, tout comme le Kosovo et la patrie serbe. En dehors de cela, non, il n'y a aucun désir d'aller plus loin. Tout cela, c'est de la propagande occidentale, c'est du baratin. Et jusqu'à présent, la Russie n'a pas constitué la logistique nécessaire pour aller aussi loin. Elle le peut. Elle en a la capacité. Mais en a-t-elle la volonté? Non. Et la Russie n'est pas dans une économie de guerre. Quiconque est allé en Russie, eh bien, vous savez, j'ai une interview à paraître avec Cameron McGregor, que j'ai emmené dans le Donbass, et il m'a dit, alors, comment trouves-tu notre économie de guerre? Et lui, où ça? Exactement. 5 à 7% du PIB sont consacrés à toute cette opération et à la montée en puissance militaire. Ce n'est pas une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est 30 à 40%. La Russie peut-elle le faire? Oui. La Russie veut-elle le faire? Non. Absolument pas. Et pour l'instant, ce n'est pas une économie de guerre. Elle pourrait commencer à s'orienter vers une économie de guerre et une déclaration de guerre. Un certain nombre de personnes à la Douma le réclament, plusieurs personnes bien placées et influentes à la Douma. Mais jusqu'à présent, on n'en est pas là. Espérons que nous n'aurons pas à y arriver. Et tout cela, littéralement, est entre les mains des Européens. Eh bien, du côté américain, il continue de suggérer que nous sommes en réalité proches d'un accord. L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Whitaker, a fait une remarque. Il a dit qu'il ne restait plus qu'une dernière étape pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ai-je manqué quelque chose? Se rencontrent-ils? Sont-ils proches d'un accord? Je ne sais pas. Encore une fois, la question énergétique est très importante pour les Ukrainiens. Zelensky dit qu'il s'agit d'une crise difficile à gérer, mais que ce n'est pas une crise stable. Elle ne cesse de s'aggraver très très rapidement. Je comprends donc pourquoi une situation désespérée pourrait pousser l'Ukraine à faire de nouvelles concessions. Mais il semble assez clair que les Russes ne sont pas prêts à faire d'autres concessions que celles qu'ils ont déjà faites. Et étant donné que cela est jugé inacceptable à la fois par les Ukrainiens et par les Européens, je ne sais pas, à ton avis, quelle est la probabilité que cela se produise? Vous savez, j'adore ces phrases du genre « on est à 90%, on est à 95%. » Laissez-moi vous donner une analogie. Je suis à 100 km du mont Everest. J'ai déjà parcouru 90 km. Voyez, j'ai fait 90% du chemin. Il se trouve simplement que les 10 derniers kilomètres sont comme ça. Vous savez, la partie la plus difficile, c'est en fait de grimper ces 10 derniers kilomètres. Oh mince, ce truc a vraiment levé ma main quand j'ai levé la mienne. Il l'a reconnu. Désolé, je ne savais pas qu'il faisait ça. Une nouvelle fonctionnalité, j'imagine. Donc oui, gravir ces 10 derniers kilomètres, c'est ça le mont Everest. Les 9 premiers, vous ne faites que marcher vers lui. Et c'est exactement ce à quoi nous faisons face. Ces derniers 10% sont le pont trop loin. Vous savez, Market Garden, le pont trop loin. C'est la même chose. Parce que d'abord, le levier que l'Occident pensait avoir sous la forme du Donbass, de Zaporojie ou de Kherson font littéralement jour après jour, des dizaines de kilomètres et plusieurs localités chaque jour, à mesure que l'armée russe avance. Et elle avance chaque jour. Donc plus cela dure, moins vous avez de levier si tant est qu'il en reste. Ensuite, pensez-vous vraiment qu'une fois que la Russie aura pris 20, 30 ou 40% de l'oblast de Kharkiv ou de celui de Sumy, elle va faire demi-tour et les rendre? Non. Et je vais vous dire une des raisons. Non. Lorsque l'armée russe a été repoussée, c'était en 2022.
hors de Kharkiv. Mais d'ailleurs, cela a aussi coûté à l'armée ukrainienne son point blindé lorsqu'elle a quitté les zones résidentielles de Kharkiv pour combattre dans l'est de la province de Kharkiv et s'est retrouvée sous le parapluie de l'artillerie et de l'aviation russe. Beaucoup de civils là-bas ont été assassinés par le SBU. Des vidéos sont apparues les montrant en train de jeter des corps dans des fosses, les mains liées derrière le dos. Toute personne ayant coopéré avec l'armée russe, non seulement parce qu'il y avait des Russes qui les attendaient, mais aussi toute personne ayant travaillé dans ces villes, comme les employés municipaux qui continuaient à faire leur travail, était considérée comme un ennemi de l'État et exécutée, torturée, assassinée. Et l'armée russe sait très bien, tout comme le gouvernement, que si jamais ils quittent à nouveau ces zones, ils devront emmener toute la population, car sinon ces gens seront tués, s'ils ne l'ont pas déjà été. Donc vous êtes, comme je l'ai dit, dans une situation du type « diamant infra pour $1 ». C'est à peu près la même chose à laquelle vous êtes confrontés ici. La Russie ne se retirera donc pas de ces territoires. Quel que soit le levier qu'elle pense avoir, il s'évapore, et la situation évolue dans la mauvaise direction pour les Européens ou pour quiconque participe à ces négociations. Et ensuite, franchement, après une tentative d'assassinat contre Vladimir Vladimirovitch, avec 91 drones, je ne pense pas qu'il reste vraiment de place pour discuter. Je veux dire, la Russie n'a pas dit aux États-Unis d'aller se faire voir, mais je ne pense pas que les négociations soient mortes, pour ainsi dire. Peu importe les arguments que Zelensky avance. Le problème avec Zelensky, que beaucoup de gens refusent de comprendre, parce que bien sûr, pour la plupart des gens, cela n'aurait aucun sens, c'est que Zelensky ne se soucie pas des Ukrainiens. Ses parents sont en Israël, sa femme et ses enfants sont à Londres. Il ne prendra pas sa retraite en Ukraine. Pour lui et pour les gens qui l'entourent, l'Ukraine n'est rien d'autre qu'une mangeoire. Plus la guerre dure, plus il gagne d'argent et plus ses soutiens en gagnent aussi. Des soutiens basés à Washington, à Londres et ailleurs. Il se moque complètement de ces gens. En gros, c'est un employé chargé de diriger une entreprise en liquidation vendue morceau par morceau. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Alors, pourquoi Zelensky ne vient-il pas à la table des négociations? Parce que ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est de liquider, tirer le plus d'argent possible de cette guerre. Et si cela signifie qu'il ne reste plus personne, eh bien, tant pis, il ne reste plus personne. Ce n'est pas un problème. Juste une dernière question à propos de quelque chose que Sergueï Lavrov a dit, car nous entendons de la part des dirigeants européens que l'objectif devrait être de maintenir l'Ukraine dans le combat, ce qui, si c'est simplement pour leur faire perdre plus lentement, semble à la limite du mal. La limite ici est plutôt malveillante. Mais les Russes disent aussi que si l'objectif est simplement d'essayer d'épuiser la Russie le plus longtemps possible, alors plus l'OTAN prolonge cette guerre, plus les exigences envers la Russie seront grandes. Et cela a du sens pour plusieurs raisons. D'une part, à mesure qu'ils avancent, davantage de territoires passent sous leur contrôle. Mais aussi, je suppose qu'à un niveau plus stratégique, cela impose un coût. Autrement dit, on dit à l'adversaire, l'OTAN en l'occurrence, que s'il ne se soucie pas beaucoup des pertes humaines, alors la perte de territoire stratégique devient un véritable problème. Ainsi, chaque jour où la guerre se poursuit, nous prendrons davantage. Les Russes ont déjà déclaré que nos exigences ne feront qu'augmenter à partir de maintenant. Si vous n'acceptez pas l'accord, ce sera pire demain. C'est une bonne incitation pour pousser l'adversaire à conclure l'accord aujourd'hui, s'il comprend cela. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que Sergueï Lavrov a accordé une interview le 14 janvier,
dans laquelle il a déclaré que nous devions avoir une discussion sérieuse sur l'avenir de la population en Crimée et en Novorossia. Donc, la Novorossia inclurait également une région beaucoup plus vaste. Cela comprendrait Kharkiv, Dnipro, Mykolaïv et bien sûr Odessa. Tchernihiv aussi. Oui, donc maintenant, certains pourraient y voir un signe des exigences croissantes de la Russie. Encore une fois, il n'a pas été dit que cela devait faire partie de la Fédération de Russie. Cela pourrait simplement signifier le rétablissement de certains droits humains ou minoritaires pour les russophones. Avoir des droits religieux, l'accès à l'Église orthodoxe, des droits culturels et être autorisé à oui. Mais comment voyez-vous cela? Pensez-vous que la Russie se prépare, disons, à modifier l'accord sur la table? Eh bien oui, je pense que c'est le cas, surtout après les dernières manœuvres de Trump. Je pense que Vladimir Vladimirovitch ne s'est pas beaucoup montré. Il est apparu hier et à quelques autres occasions, mais on ne l'a pas beaucoup vu. Et quand Poutine se tait pendant une longue période, eh bien dans ce cas, c'était en partie à cause des fêtes, et en partie, je pense, parce qu'il y a beaucoup de réflexions stratégiques en ce moment sur la manière d'aborder la situation. Et tout cela a commencé avec la tentative de Trump, absolument à mon avis, et pas seulement au mien, une tentative d'assassinat de Poutine. Parce que si vous remarquez ce qui s'est passé avant les discussions, juste avant l'arrivée de Zelensky, Trump a eu une conversation téléphonique avec Poutine. Et à peu près à ce moment-là, cet ordre a dû être donné pour lancer ces drones. Parce qu'après tout, ces drones ne sont pas stationnés si près de Valdai. Valdai se trouve dans l'oblast de Novgorod, au nord-ouest de Moscou. Donc c'est un vol assez long, environ 1 heure et demie au minimum pour ces drones. Je pense qu'ils prévoyaient que si l'opération réussissait, ils organiseraient une petite conférence et une annonce entre Trump et Zelensky. Mission accomplie, la guerre est terminée, nous avons tué Poutine. Ah ah ah. Ce qui aurait probablement été suivi d'un passage au niveau DEFCON 5 du côté russe, si Medvedev reprenait les commandes ou quelqu'un du même genre. Mais ils ne réfléchissent pas aussi loin, comme on l'a vu au Venezuela. Tu sais, le plan de Trump là-bas, on attrape Maduro et ensuite, tout est à nous. Et puis le lendemain, que fait-on maintenant? Bon, maintenant on commence à planifier, tu sais, les choses qu'on est censé faire avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et je pense que l'Amérique, entre le fait de devoir décider quoi faire avec le Venezuela, de réfléchir au Groenland, de se demander s'ils vont commencer une nouvelle guerre avec l'Iran, parce qu'au passage, ces manifestations en Iran sont terminées, en partie parce que l'Iran et la Russie sont désormais très proches sur le plan militaire. Et la Russie a apporté du matériel pour neutraliser le Starlink de Musk, qui était utilisé par diverses factions soutenues par l'Occident pour provoquer les troubles qu'elle provoquait et les meurtres qu'elle commettait. Et tout s'est arrêté très vite. Alors maintenant, Trump en est réduit à dire qu'il n'y aura pas de révolution populaire en Iran. Que fait-on? Est-ce il y a au moins peut-être 2 groupes aéronavals en route vers le golfe Persique. Ils devraient entrer dans le golfe, ce qui serait suicidaire, mais ils s'y dirigent. Alors, que fait-on ensuite avec l'Iran? Eh bien, si Israël entre dans cette guerre avec l'Iran et passe au nucléaire, l'Iran détruira Israël en anéantissant la centrale nucléaire du Negev, au centre du pays. Ils la feront sauter et il y aura une fusion nucléaire. Cette zone ne serait plus habitable non plus. C'est la destruction mutuelle assurée, qu'Israël s'en rende compte ou non. Je pense que oui. Mais quoi qu'il en soit, l'attention de Trump s'éloigne complètement de... Enfin, on ne parle même plus de la Chine ni du reste. Ils essayent toujours de pousser l'Inde à entrer en guerre contre la Chine, ce qui n'intéresse pas vraiment les Indiens. Alors, qui sait quelles nouvelles idées Trump va encore avoir?
car le dernier regain de tension entre le Pakistan et l'Inde portait clairement la marque des Américains du côté pakistanais. Et ce n'étaient certainement pas les Chinois qui poussaient les Pakistanais à agir. Donc, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, tout cela mérite de l'attention, car soit dit en passant, Cuba, le Mexique, la Colombie et le Nicaragua figurent apparemment tous sur la liste noire de Trump, comme il l'a mentionné lui-même et comme Rubio l'a dit aussi. On dirait qu'il prépare quelque chose, peut-être une nouvelle tentative de type bail des cochons à Cuba. Je veux dire, ils sont partout. On parle du Groenland et de l'Islande et de l'ICE aux États-Unis qui causent toutes sortes de problèmes. On pourrait faire une émission entière rien que sur ça. J'ai passé 4 heures à regarder toutes ces vidéos sur ce que fait l'ICE et ils sont complètement hors de contrôle. Et je pense qu'ils le sont délibérément pour provoquer une situation de type insurrection et ensuite une déclaration de pouvoir d'urgence. Mais c'est un tout autre sujet. Tout cela détourne l'attention de Trump. Donc, quelles que soient les nouvelles exigences de la Russie, ils n'y prêteront pas beaucoup d'attention. Trump est occupé, il est occupé à construire son empire interne et externe. Je veux dire, au grand jour, on a retiré les gants de velours de la main de fer de cet empire. Alors les Européens vont se retrouver coincés. Que vont-ils faire? La Russie formule de nouvelles exigences. Ils ont 2 options, reculer et y consentir, ou bien escalader. Escalader signifie la guerre. Des entreprises comme Rheinmetall recevraient alors un cadeau de bienvenue d'Erechnik. Voulez-vous aller en guerre? C'est là que tout se joue. Et chaque nation du bloc URA-OTAN va devoir répondre à cette question. Je pense que la moitié d'entre elles vont dire « Non merci, on se retire, on passe notre tour, on abandonne. » Et les Européens du Nord, les Scandinaves et les Polonais, dans ce cas, semblent très déterminés à faire la guerre. Je pense que les Français commencent à hésiter. Allez savoir. Ils sont de toute façon imprévisibles. Qui sait ce que demain apportera, ou la qualité de la coque que Macron obtient. Eh bien, c'est là toute l'ironie de vouloir prolonger la guerre, car tant qu'elle continue, les Européens resteront excessivement dépendants des États-Unis pour venir à la rescousse si les choses tournent vraiment mal. À mesure que cette énorme dépendance envers Washington s'accroît, les Américains le voient et en profitent, comme on l'a vu avec le Groenland. Si nous n'étions pas dans cette situation, enfin, ce n'est même plus une guerre par procuration, c'est plutôt une guerre directe avec les Russes. Si cela n'avait pas lieu, les Européens pourraient se permettre d'adopter une position plus ferme et de réellement défendre leurs propres intérêts. Mais c'est très difficile à faire aujourd'hui. Cet objectif de maintenir la guerre en cours rend les Européens tellement dépendants et permet qu'ils soient ainsi déformés. C'est assez incroyable à observer, surtout qu'ils reconnaissent de plus en plus qu'ils ne peuvent de toute façon pas gagner cette affaire. C'est stupéfiant que nous en soyons réellement là. Et bien sûr, cela ne concerne que les Européens. On pourrait penser qu'avec le temps, il serait dans l'intérêt de tous d'avoir une Ukraine stable et fonctionnelle, ainsi qu'une sorte de zone tampon entre la Russie et le reste de l'Europe. Mais si cela continue, elle pourrait même ne pas survivre en tant que nation. Absolument. Écoutez, tout d'abord, que vont dire les Allemands aux Américains? Quand les Américains diront « Ah oui, bouton d'arrêt sur le GNL, tous les tankers viennent de faire demi-tour, au revoir. » Voilà. Et maintenant, que font les Allemands? Ils n'ont plus de gaz venant de Russie. La Norvège ne produit pas assez de gaz pour alimenter toute l'Europe. Peu importe les efforts de la Norvège, elle n'y arrive tout simplement pas. Les États-Unis non plus ne peuvent pas vraiment approvisionner toute l'Europe en gaz. Mais il n'y a pas d'alternative. Et maintenant, et cela vaut pour une grande partie de l'Europe. Donc à ce stade, ils sont déjà coincés. Ils ont leur molécule de liberté coincée dans la gorge. Alors que faire? Vous avez brûlé tous les ponts, et vous avez tout à fait raison.
You've burned down all the bridges, and you're absolutely right. You're absolutely dependent on the U.S. Vous dépendez entièrement des États-Unis. Les fournisseurs européens ne peuvent tout simplement pas répondre à un tel niveau de demande. La Russie vient d'exploser. Une partie de la frappe russe visait les installations de stockage de gaz qui contenaient aussi du gaz européen. J'imagine qu'ils pensaient que, puisque votre gaz s'y trouvait également, ils n'oseraient pas frapper. Eh bien, ils ont frappé. Donc vous avez raison. Que faites-vous maintenant? Vous êtes fichu? Parce que même si vous vouliez faire la guerre, comment fabriqueriez-vous l'équipement? Je veux dire, vous pourriez peut-être revenir au charbon, mais cela prend aussi un peu de temps. Comment faites-vous? Eh bien, Merz a fini par admettre. Oh, faire sauter toutes nos centrales nucléaires était probablement une mauvaise idée. Les démolir. Vraiment? Waouh, c'est génial. Vous savez, fermer la porte de la grange après que les chevaux se soient enfuis et que la grange est brûlée. C'est très logique. Mais c'est exactement la situation à laquelle vous êtes confrontés en ce moment. Alors, que font les Européens? Je ne sais pas. Je veux dire, je suis sûr que les États-Unis vendront des armes si les Européens abandonnent tout leur or, leur argent, leurs vierges. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont encore devoir céder. Il ne reste pas grand-chose après ça. Les joyaux de la couronne, peut-être que ça vous permettra d'obtenir quelques chars de plus. Mais c'est la réalité à laquelle nous faisons face. Oui, l'Europe est complètement fichue. Enfin, l'Europe non russe et en particulier la partie non austro-hongroise de l'Europe, qui semble au moins avoir retrouvé un peu de bon sens. Tout le reste de l'Europe est fichu. Vous sous-estimez peut-être nos armées. J'ai entendu dire que les Britanniques avaient réussi à envoyer un homme au Groenland, et les Norvégiens, nous avons réuni une équipe de 2 soldats. C'est une équipe de choc, bébé. Je pense que les Américains passeront par ici, te tendront une ration MRE pour que tu ne meurs pas de faim pendant qu'ils continuent leur route. L'Europe, d'ailleurs, n'a pas de logistique. Fait intéressant, la majorité, presque la totalité, de la logistique maritime est gérée par les États-Unis. Et je vais aller encore plus loin avec cette petite histoire, juste pour montrer à quoi ressemble la logistique américaine. J'étais chef de projet, en train de préparer un exercice. J'étais capitaine à ce moment-là. Nous déployions une unité aérienne du Tennessee jusqu'à Fort Jackson, en Floride, pour les embarquer sur des navires. J'étais responsable de tout cela, les amener à Henderson, au Texas. Henderson, je crois que ça s'appelait. Texas, Henderson, I think it's called. Unloading them there, and then they proceed on to Fort Polk, Louisiana. On les décharge là-bas, puis ils se dirigent vers Fort Polk, en Louisiane, pour un entraînement avant l'Irak. J'arrive donc à Fort Jackson, en Floride, parce que je fais une reconnaissance avec un groupe de personnes issues de différentes unités, des représentants censés soutenir toute cette opération. Je marche sur le quai, la partie militaire du port de Fort Jackson, et soit dit en passant, nous sommes en 2002. Je marche sur le quai avec un major qui en est responsable, et il charge du matériel lourd du corps des marines des États-Unis sur un navire de transport, des chars, en l'occurrence des M1. Et le plus intéressant, c'est que le pavillon que ce navire arborait était un drapeau russe. Je reste là à le regarder, en me disant, « D'accord, qu'est-ce que je ne comprends pas ici, monsieur? » Écoutez, capitaine, vous ne comprenez pas. Nous n'avons pas de marine marchande. Notre marine marchande n'a pas construit de nouveaux navires depuis les années 1950, et tous ceux qui restent sont en cale sèche, attendant d'être découpés pour la ferraille à New York ou dans les environs. Nous transportons tout sur des navires privés. Dans ce cas-là, à cette époque, c'était surtout des navires norvégiens, grecs et russes qui étaient utilisés. Donc même les États-Unis ont de gros problèmes. Je veux dire, ils peuvent nationaliser les navires de transport, mais il reste l'épine dorsale de la logistique navale pour toute l'OTAN. Alors oui, je vais commencer à larguer ces 3 pauvres types là-bas.
Voilà un peu de nourriture, un peu d'argent pour en acheter davantage et quelques munitions. Vous êtes fichus. Franchement, que pourriez-vous faire? Tu es coincé en Nouvelle-Zélande en attendant qu'elle soit libérée par les Yankees ou opprimée par le Mordor venant de Russie et de Chine. Et tu sais, les éclairs et les nuages d'orage, exactement comme dans ce mème qui est sorti de la Maison-Blanche. Donc oui, voilà la situation. Mais une petite parenthèse, désolé d'interrompre, une petite parenthèse. Il y a eu un développement intéressant l'autre jour. Devine qui vient juste de réenregistrer ses logos en Russie. Qui? Mercedes-Benz. Vraiment? Et je pense qu'ils veulent récupérer leur usine. Environ 20 à 30% seulement des entreprises étrangères sont réellement parties. La plupart étaient allemandes. Elles ont suivi le mouvement, comme on leur avait dit. Les Américains, eux, ne sont pas partis ou ont simplement changé de nom, créé une filiale et sont restés. Mais les Allemands sont tous partis. Donc oui, Mercedes-Benz se réenregistre. On dirait qu'ils veulent revenir sur le marché, Kewan Redden Bay. Eh bien, étant donné qu'ils ne peuvent plus vraiment rivaliser, il semble insensé de se couper d'un marché aussi vaste. Eh bien, s'ils construisent en Russie, ils bénéficient de l'énergie bon marché. Ah oui, c'est un bon point. Et du métal bon marché aussi. Oui, parce que beaucoup d'entreprises allemandes ont en fait suivi l'énergie russe. Quand l'énergie est partie vers la Chine, beaucoup d'entreprises allemandes ont tout emballé, sont parties en Chine et ont construit là-bas à la place. Donc c'est cette idée que les politiciens peuvent tout contrôler, mais certaines choses échappent à leur contrôle. Et en fait, c'était le point que je voulais aborder avec ça. L'envoi d'un ou deux soldats ici et là. Je leur ai parlé sur cette chaîne, en fait, avec l'ancien directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA, George Beebe. Il faisait remarquer, c'était il y a presque un an, que la principale faiblesse des Européens était l'absence de stratégie. Autrement dit, avec une stratégie, on définit clairement ce que l'on veut atteindre, mais aussi comment on compte y parvenir, comment on obtient les ressources et comment on les alloue pour atteindre cet objectif, tout en tenant compte, bien sûr, de la manière dont l'adversaire réagira et répondra. Mais on peut dire qu'on ne voit rien de tout cela venir d'Europe. Ce ne sont que des discours normatifs sur ce qu'ils estiment être juste. Et il y a ces récits, selon lesquels nous serions la force de la lumière, et eux la force des ténèbres. Et si nous ne faisons rien, ils marcheront sur Berlin. Ils se sont donc un peu enfermés dans ces récits, et ils n'ont absolument aucune stratégie. Alors si vous ne pouvez pas gagner, qu'est-ce que vous faites, bon sang? Je pense que c'était là son idée principale. Mais j'essaie aussi d'en tirer des réponses. Qu'espérons-nous exactement accomplir ici? En général, on trouve toujours un moyen de le justifier. On gonfle les chiffres des pertes russes. On invente une nouvelle maladie au président Poutine. Et vous savez, si on attend un peu, tout s'effondrera. Y a-t-il des maladies dont il n'aurait pas encore soi-disant souffert? Je pense qu'il a survécu à la plupart des maladies à ce jour, Simon. C'est vraiment l'homme indestructible. J'adore lire les gros titres de la presse britannique. Ce sont des perles chaque jour. Mais ça va encore plus loin. Je veux dire, juste la semaine dernière, j'ai vu un article disant que les Russes souffrent tellement du manque de nourriture qu'ils ont commencé à se manger entre eux. Mais en même temps, apparemment, nous sommes prêts à marcher sur la Pologne. Eh bien, nous n'avons plus personne à manger. J'imagine qu'il va falloir manger les Polonais maintenant. Allez. Ouais, non, c'est un peu fou, mais... Le grenier du monde, d'ailleurs, est désormais contraint de se dévorer lui-même. Je dirais que la propagande britannique n'est plus ce qu'elle était. Avant, ils s'en sortaient plutôt bien. Tu as raison, mais c'est bien plus drôle maintenant, tu sais.
Beaucoup plus divertissant. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. J'apprécie vraiment. Toujours un plaisir. Always a pleasure. Always a pleasure. Au revoir.